Nous sommes quelque part au cœur de la ville de Cotonou, dans Zongo, ou à l'entrée de Zongo, dans l'un de ses bureaux, l'un des endroits où il aime se retirer pour réfléchir. Nous sommes avec un ancien Koulibalien, ingénieur adjoint. Il a terminé, mais il a beaucoup travaillé pour la prospérité des travailleurs béninois. Il a beaucoup travaillé pour le bien-être des travailleurs béninois. Il a beaucoup milité aussi bien au plan national qu'à l'international. La preuve, il a obtenu plusieurs distinctions, aussi bien au Canada, aux États-Unis qu'en Europe. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Icône qui reçoit ce jour un intrépide syndicaliste, quelqu'un qui a donné sa poitrine pour sauver plusieurs travailleurs béninois. Il a travaillé entre-temps également à l'ORTB, où il fut technicien spécialisé des pylônes. Nous sommes avec M. Guillaume Atibé. Bonjour, Président. Bonjour. Merci de nous accepter dans votre bureau. Bonjour, merci, grand merci pour avoir pensé à moi. Voilà, vous êtes parmi les personnalités que nous pouvons qualifier dans cette émission Icône de gens ayant marqué l'histoire sociopolitique et économique du Bénin. Et toute modestie mise à part, nous parlons des gens dont la figure rappelle aux Béninois un certain nombre d'événements, de combats, de luttes pour la prospérité, pour l'enracinement de la démocratie béninoise. Guillaume Atibé, si nous voulons aller à votre connaissance, ça a commencé où? Vous étiez allé à l'école où? Qui est Guillaume Atibé? Bon, Guillaume Atibé, j'ai aujourd'hui 75 ans pratiquement. Je suis né en janvier 1951 à Ouida. Et j'ai fait mes études primaires à Seboroué et à Djoum, auprès d'un oncle. Après, j'ai passé un concours, le concours d'entrée au collège technique Koulibaly. Et à la fin de mon cycle, j'ai reçu une spécialisation dans une structure intégrée au lycée Koulibaly, structure mise en place par la communauté électrique du Bénin, CEB aujourd'hui. Et à la fin de cette formation, où je suis sorti avec un brevet professionnel, il y a l'ORTB qui a lancé un concours pour recruter des spécialistes en haute fréquence, c'est-à-dire des personnes qui vont être recrutées et formées par l'ORTB lui-même. Parce que jusque-là, les émetteurs de l'ORTB étaient gérés depuis 1953, où la structure a été créée par les colons et puis après par les cadres de l'Office des postes et télécommunications, OPT. Et donc l'ORTB, prenant en main les choses, a voulu avoir ses propres cadres. Donc c'est de cette manière que je suis recruté par l'ORTB et envoyé en formation en Allemagne et en Autriche. Bon, j'ai fini ingénieur adjoint de radiodiffusion et télévision du Bénin. Mais à mon retour de l'Allemagne, ça a coïncidé avec le lancement du projet d'extension de la station de Parakou, où, comme je venais de l'Allemagne et que ce projet est piloté par les Allemands, j'ai été envoyé sur ce front-là, où j'étais l'homologue des Allemands. À l'antenne régionale. À l'antenne régionale. D'abord pour l'installation du matériel, et puis après, j'ai été chef centre et chef de service technique de Radio Parakou. Mais compte tenu de ma sensibilité au social,
déjà à mon retour, pour le peu de temps que j'ai passé à Cotonou, j'avais participé au congrès du syndicat de l'ORTB de l'époque qui s'appelait Saint-Père ORTB, et j'ai été élu secrétaire général du syndicat de l'ORTB. Bon, ça n'a pas empêché de m'envoyer à Parakou, mais de Parakou, compte tenu de mes aptitudes et compte tenu de mon activisme, je militais tout comme quelqu'un qui était sur place à Cotonou. Donc il y a eu une grande crise à l'ORTB à l'époque, sous le président Kérékou, où le syndicat a été complètement démantelé. Démantelé en ce sens que les membres du bureau étaient une partie affectée à la fonction publique. Et une partie se retrouvait au ministère de la Communication. Il fallait désintégrer le système. Absolument. Et puis, les autres qui étaient un peu des militants qu'on connaît, on leur a bougé, disons, les positions à l'ORTB, tout ça. Mais cela ne nous a pas découragés. On a continué notre activisme. Et donc, de la fonction publique, comme le syndicat est un mouvement de solidarité, les autres syndicats du pays nous soutenaient, parce que ce qui s'est passé pour qu'on démantèle le syndicat n'était pas bien vu par les collègues, donc ils nous soutenaient, et c'est dans cette ambiance qu'il y a eu les préparatifs qui ont conduit à la conférence nationale des forces vives, et donc on militait vraiment sérieusement, et on organisait les collègues de l'ORTB également, pour que nous intégrions, disons, ce processus-là qui était en cours. Alors, donc c'est dans cette foulée que nous sommes retournés à l'ORTB, et la diffusion en direct de la conférence nationale, on en était pour quelque chose. Donc, à la fonction publique, et tout ce que nous avions comme insuffisance sur le plan syndical, ça nous a permis vraiment de nous former au contact de l'administration du travail et autres là. Et donc nous étions revenus pratiquement avec un projet de statut du personnel, pour pouvoir, parce que jusque-là, depuis la création de l'ORTB, la création de l'ONIP et autres structures, à l'ABP, il y avait un statut qui réunissait l'ensemble du personnel de l'information. Alors que l'ORTB, qui a évolué en temps, a des spécificités et que les autres structures n'avaient pas. Donc ce statut que nous avons conçu, profitant de notre passage à la fonction publique, parce qu'en matière syndicale, il faut toujours anticiper. Donc vous avez, quand vous abordez la télévision, il y a ce que vous appelez dans votre métier, comment dirais-je, vous êtes des artistes, vous n'êtes pas que des techniciens. Bien sûr. Vous êtes tous, les décorateurs et tout ça. Donc on a conçu ce statut, et à notre retour, et après la conférence nationale, c'est la bataille qu'on a menée sous le président Kérékou et le président Soglo. La stratégie était telle que le gouvernement a fini par céder, et le statut a été signé, et ce qui a détaché le personnel de l'ORTB du personnel de l'information. Et bon, ce statut à l'époque accordait vraiment un certain nombre d'avantages qui étaient enviés, disons, de tous les travailleurs du pays. Bon, donc ça a été une première étape qu'on a pu franchir, et donc ça a mené vraiment les travailleurs à adhérer
davantage à la cause, et ils ont trouvé vraiment le bien fondé de tout ça. On ne s'est pas arrêté là, on a créé une mutuelle des personnels, il y a eu un certain nombre d'actions que nous avons menées. Ça devenait intéressant. Ça devenait vraiment intéressant. Et donc, c'est dans cette mouvance également que, comme de la fonction publique, on n'avait pas lâché les autres collègues des autres syndicats, la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, ce qui est Confédération aujourd'hui, c'était toujours CSA, mais la coordination des syndicats autonomes du Bénin. Donc, on a milité sérieusement pour asseoir cette confédération. Et donc, à ce niveau, je me suis retrouvé au bureau directeur de 5 membres. Il y avait feu Léopold Dossou, feu Ibrahima Zakari, malheureusement, tous ceux-là ne sont plus de ce monde. Il y avait un médecin qui s'appelait Radji, lui aussi n'est plus de ce monde. Et puis le dernier, c'est le député Azondécon des Trésors. Donc on était 5 à coordonner vraiment les activités de la CSA Bénin, qui a évolué, qui est devenue après centrale et aujourd'hui confédération. Bon, donc à ce niveau-là, Léopold Dossou a été le premier secrétaire général. Après, s'en est suivi Ibrahima Zakari. Donc je suis le 3e. Et puis, bon, nous avons fait pas mal de choses ensemble. Mais moi, j'ai eu cette chance d'avoir été celui qui a eu, sur la période, un 2e mandat. Donc j'ai eu un premier mandat de 3 ans. Et puis, avec les réformes et autres, le mandat est passé à 4 ans. Donc j'ai eu un second mandat. Et ça m'a permis, à ce niveau-là, comme j'ai servi sous les 2 autres prédécesseurs, je savais un peu le fonctionnement de la structure de l'organisation, je savais ce qu'il nous fallait, et puis entre-temps, j'avoue que j'ai bénéficié de beaucoup de formations dans les instituts de renom, instituts à caractère social de renom, un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en France, au Canada, en Italie, à Genève, pardon. Donc tout ça là, ça m'a renforcé et mon mandat de 7-8 ans a été très animé, où nous avons essayé quand même de mettre en place un certain nombre de choses, aussi bien pour les travailleurs que pour les autres. Alors, ça m'a pas, je n'ai pas abandonné le RTB, qui est mon syndicat de base. Donc c'est ainsi que, par exemple, la bourse du travail qui est là aujourd'hui, à l'époque, quand nous avons négocié avec le gouvernement la subvention de l'État, je n'étais pas encore secrétaire général, mais compte tenu de certaines de mes aptitudes que les collègues me reconnaissaient, j'ai été porté à la tête du comité de gestion des fonds. Donc cette bourse du travail a été initiée, les travaux ont été sous ma responsabilité, donc j'étais le premier président du comité de gestion des fonds des organisations syndicales. Donc c'est comme ça que nous avons construit la bourse du travail. Et ces travaux devaient continuer même à Parakou, où nous envisagions une bourse du travail annexe. Et malheureusement, et puis on a mis de l'argent de côté pour ça, mais malheureusement ça ne s'est pas poursuivi. Et nous avons également, au bénéfice des travailleurs, mené la lutte pour la révision du Code du travail, du Code de sécurité sociale de notre pays. Et vous dites-vous, depuis 1958, que la CNSS existe. Les travailleurs
qui sont les gros cotisants à cette caisse-là, n'ont jamais dirigé la CNSS en tant qu'administrateur. Donc nous avons mené ces réformes-là parce que jusque-là, comme je le disais, ce sont les employeurs qui détenaient la présidence. Mais avec les réformes et la lutte que nous avons menée, cette présidence est devenue rotative. Et donc j'ai été le premier travailleur à accéder à ce poste en tant que président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale. Et donc c'est avec moi que les travaux du nouveau bâtiment de la Caisse a été construit. Vous êtes un constructeur. Oui, je suis là. Et déjà, vous m'ont fait l'honneur d'afficher mon nom à l'entrée là, comme d'autres personnalités qui ont participé à l'inauguration. Donc, au niveau de la bourse du travail également, on a pu mener les choses pour que les 5 centrales qui existaient à l'époque soient logées sur place là. Et puis bon, il y a eu beaucoup de réformes dans ce sens-là. Bon, toujours avec mon activisme, j'ai été identifié par les pairs au niveau régional et international. Et qui m'ont confié un certain nombre de responsabilités. Hein? C'est comme ça que en 1999, j'ai été porté au conseil d'administration du Bureau international du travail. Qui ne réunit que 56 membres de par le monde. Et donc au niveau africain, on m'a confié cette responsabilité. J'ai fait 2 mandats. Et donc pendant ces 2 mandats, j'étais le porte-parole du groupe des travailleurs à la commission de la coopération technique. Bon, ça nous a permis quand même d'avoir une certaine visibilité de notre pays et tout ça. La parenthèse, c'est que jusque-là, et même jusqu'aujourd'hui, malheureusement, les choses ne sont pas poursuivies de cette manière-là. Donc, j'ai été le premier et jusqu'à présent le seul travailleur béninois à avoir accédé vraiment à ce poste-là. Dans la même veine, j'ai été élu président de l'organisation régionale africaine de la Confédération internationale des syndicats libres, ce qui est aujourd'hui la CSI Afrique. Donc j'en étais le président. J'ai assuré cette responsabilité pendant 5 ans. Et bon, quand ma retraite est intervenue, donc je me suis retiré à ce niveau-là. Donc bref, nous avons essayé dans la mesure du possible, de faire ce que nous pouvons. Bon, au plan national, comme je le disais, je n'ai pas abandonné mon arrière. Donc j'étais au Conseil économique et social de notre pays. Et bon, à partir de ma retraite, j'ai été sollicité par le Premier ministre d'alors, M. Koupaki, pour être son conseil technique au dialogue social, et parce que ça fait partie des aptitudes que j'ai développées à partir du PIT et autres là. Donc j'ai assumé cette responsabilité pendant 3 ans. Et puis tout récemment, il a été créé le Conseil national du dialogue social. Et là également, j'ai été sollicité pour présider ce conseil, qui était un conseil tripartite, qui regroupait employeurs, travailleurs et gouvernement.
Donc, grosso modo, voilà ce que je peux dire, mais en temps aussi, comme pour essayer quand même de mettre en valeur tout ce que j'ai appris pendant mon parcours, j'ai créé une ONG qui s'appelle Afrique Sociale Performance, AFRISOP. Et c'est d'ailleurs à son siège que vous êtes venu me voir. Alors, ça m'a permis vraiment d'être toujours dans le circuit, d'être sollicité de temps en temps par les structures qui ont besoin de moi, les conseils aux entreprises et autres là. Donc, voilà à peu près ce que je peux dire brièvement de mon parcours. Bon, aujourd'hui je suis là, Dieu merci. Je ne peux pas terminer sans avoir vraiment une pensée à l'endroit de tous les collègues combattants avec qui nous avons fait ce parcours et surtout ceux qui ne sont plus là aujourd'hui. Je vais penser aussi aux collègues de l'ORTB, les Clément Winotin et les Zopota Fernand, qui ont été vraiment des collègues très intrépides avec qui nous avons mené les luttes. Et au niveau de la CSA Bénin, et Léopold Dossou, et Ibrahima Zakari, le Kossou. Donc voilà, pour ne citer que ceux-là. La liste est longue, mais je pense qu'ils ont contribué de façon qualitative au développement vraiment du mouvement syndical dans notre pays. Et je n'oublie pas aussi les autres collègues, parce que c'est dans la contradiction qu'on évolue. Il y avait des centrales rivales, mais ça a permis vraiment au processus, le combat qu'on a mené, les confrontations qu'on a eues, tout ça, ça a permis d'évoluer. Les Azoua Gaston et autres. Pascal Todjinou. Non, Pascal Todjinou est là encore. On continue de collaborer. De temps en temps, on s'appelle, on échange. Et donc voilà, tout ça n'a pas été fait sans eux, sans leur appui, sans leur participation, aussi bien au plan national, régional qu'international. Voilà, un parcours riche en couleurs, mais l'histoire continue. Dites-nous, dans tout ce parcours-là, quelles sont les grandes dates qui vous ont marqué? Quels sont les événements qui ont retenu votre attention en tant que militant, en tant que béninois, en tant qu'activiste? Déjà, vous avez parlé de la conférence nationale des forces vives. Oui. Ça a marqué presque tous les béninois de cette époque. Oui. Mais avant cela, c'est ce moment-là où le syndicat de l'ORTB a été démantelé. C'était dur. C'était dur avec les collègues. Ouakou Mesme, qui n'est plus là aujourd'hui. Séverin Boulago, qui n'est plus là. Gouade Léonce, également, qui n'est plus là. Donc, ça nous a marqué profondément. Et ce passage à l'extérieur de l'URTB a changé le cours des choses pour beaucoup. On était en quelle année? C'était dans les années 86-87. À la veille de grands mouvements qui a tout à fait. Donc, c'est une étape qui m'a profondément marqué, mais ça a servi de relance, vraiment, d'une bonne orientation au mouvement syndical à l'intérieur de l'entreprise. Ça, c'est une première date qui m'a marqué. La deuxième, c'est la création de la CSA Bénin. Qui a conduit à la conférence nationale. Je pense que la lutte que nous avions menée à cette époque-là, il est difficile vraiment de l'oublier. Il est difficile de l'oublier et je pense que ça fait encore, ça a laissé trace, heureusement jusqu'à aujourd'hui. Je pense que, bon, les étapes, il y en a beaucoup eu. Mais voilà, au moins... Dans les détails, la création de la CSA,
Parce qu'on sait que c'était dans un contexte post-conférence nationale, on venait donc de libérer un peu la parole. Quelles ont été les difficultés qui ont conduit, quelles sont les motivations qui ont conduit à la création de la CSA? Les motivations, je dirais, je ne suis pas là pour remuer les cendres, tout ça. Vous savez, on était tous engloutis dans une centrale unique, à l'époque UNSTB. Et à un moment donné, l'UNSTB ne faisait plus l'affaire des travailleurs, parce que la plupart des dirigeants se retrouvaient au niveau du gouvernement, au niveau de l'Assemblée nationale, et ainsi de suite. Le mouvement est devenu timoré. Ce n'était plus du syndicalisme. Bon. Alors, nous nous sommes organisés pour nous désaffilier de l'UNSTB, parce que l'UNSTB était la première structure de masse du parti. Et donc ça n'a pas été facile. Aujourd'hui les gens crient, mais il fallait vivre en ce temps-là pour savoir ce qui se passait. La répression n'est pas née aujourd'hui. Et donc voilà, c'est parce que c'est l'abandon, disons, de la mission première à défendre, disons, les travailleurs, cet abandon-là par l'UNSTB qui a fait que nous nous sommes vraiment organisés pour, avec les autres forces de la nation qui nous ont écoutés. Et puis bon, c'était, je crois, la grande motivation qu'il fallait. Compte tenu de ma turbulence, de ma tendance à une certaine pagaille entre griffes, quand j'étais jeune, au cours primaire, et après mon certificat d'études primaires élémentaires, et mon oncle, qui n'était pas très content de mon comportement envers les maîtres à l'école, parce que là j'étais un contestataire fini, et m'a fait partie d'Adjoum pour Cotonou, où on m'a mis dans un centre d'apprentissage de la plomberie. Et c'est confronté aux nouvelles réalités de ce métier que je me suis relevé pour reprendre contact avec cet oncle qui a tout fait pour me faire présenter comme un candidat libre au concours d'entrée au collège technique. Et donc, c'est en tant que candidat libre, parce qu'à l'époque, ce concours-là, chaque année, le lycée Koulibaly recrutait 30 personnes. Très serré. C'était très serré. Alors, c'est donc qui m'a, M. Médégan Eustache, qui a fait cette démarche. J'ai été présenté et j'ai réussi au concours. C'est comme ça que je suis revenu dans le circuit. Là, c'est peut-être un plombier. Un plombier que j'avais. Du coin de rue qu'on a. Comme c'est pas ce que Dieu a prévu pour moi, bon, donc je suis revenu. Et vous êtes resté technicien? Je suis resté technicien. Je suis resté technicien, même si c'est un technicien du syndicalisme, je suis un technicien quand même aujourd'hui. Alors, avant d'aborder donc les distinctions que vous avez obtenues, M. Atigbe, vous avez été très important dans la gestion de conflits, surtout au plan africain. Parlez-nous un peu de cette étape de votre vie. Bon, donc, quand j'ai été élu président de la Confédération africaine des organisations syndicales, au RAF-CISL. C'était aujourd'hui c'est CSI Afrique. L'une de mes missions était d'œuvrer pour la paix sociale dans les pays, surtout en ce qui concerne
les conflits qui opposent les administrations, le gouvernement et les syndicats. Et donc à ce titre, j'ai conduit plusieurs délégations dans plusieurs pays africains. Qui m'ont davantage renforcé dans ma conviction. J'étais à Lomé, au Togo, sous le feu président Gnassingbé Eyadema. J'en ai gardé beaucoup de souvenirs parce que ça n'a pas été facile. Les syndicalistes qui avaient été emprisonnés, mais avec cette médiation, on est arrivé à les faire sortir de la prison. J'étais au Cameroun, à la tête d'une délégation également, avec toujours l'ancien président, l'actuel président Paul Biya qui est là. Là également, les choses se sont bien passées. J'étais à Madagascar, au Kenya, à Djibouti, même au Nigeria. Donc la liste n'est pas limitative, mais je pense que c'était pour la médiation, rapprocher un peu les gouvernements et les partenaires sociaux. Et je pense que cela a contribué pour une bonne part à maintenir vraiment un climat social et pour le développement harmonieux des relations entre les parties dans ces différents pays. Vous avez suivi une formation en médiation? Absolument. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai fait plusieurs écoles ou instituts de sciences sociales de renom de par le monde, au niveau de plusieurs continents. Et donc les thématiques abordées ou développées varient, et avec à l'appui un certain nombre de distinctions. Quand ça se passe, où je suis devenu, à un moment donné, je suis devenu instructeur sur un certain nombre de thématiques que j'ai développées dans plusieurs pays, et ainsi de suite. Donc, ce qui m'a renforcé, disons, dans ces activités, c'est un peu la formation de base. J'ai eu cette chance, vraiment, d'avoir cette opportunité-là. Et c'est un peu dans ce prolongement que certaines fonctions que j'ai occupées au plan national m'ont été confiées. Donc voilà à peu près ce que je peux dire. J'avais oublié tantôt, j'ai été formé entre autres au Centre international de l'OIT de Turin, en Italie. C'est le plus grand centre de formation de l'Organisation internationale du travail, BIT. J'ai été élève là, mais j'ai déjà été également administrateur. À un moment donné, j'ai été élu au conseil d'administration de ce centre où nous avons travaillé et on a essayé de contribuer vraiment à l'évolution des choses. Donc voilà l'essentiel, comme je le disais. Quand on entre dans votre bureau, il y a quelque chose qui attire l'attention, ce sont les distinctions. Et Dieu seul sait qu'il y en a eu, mais on va revenir sur quelques-unes de ces distinctions. Est-ce qu'il y a des distinctions sur lesquelles vous aurez bien voulu partager votre expérience? Non, il y en a, et même que j'ai oublié dans mon développement. Par exemple, plus près de moi, à côté là, j'ai été élu vice-président de la Conférence internationale du travail
la 92e session de la Conférence internationale du travail en 2004. Et, le principe est que on élit pour cette conférence, pour une conférence qui a lieu chaque année, un président, généralement dans la partie gouvernementale, un employeur et un travailleur. Un représentant de chaque structure de par le monde. Et à la 92e session en 2004, c'est moi qui ai été élu vice-président des travailleurs à cette conférence-là. C'est une étape importante. Il y a une distinction que je vois là, qui est affichée. Il y a l'autre distinction qui suit, que j'ai obtenu au Canada. Un certificat de compétence. Un certificat de compétence. Je crois que ça concerne les conflits sociaux. Où non seulement j'ai été apprenant, mais j'ai été également formateur. C'était important. Et ce qui suit, que je vois tout de suite là, c'est une distinction que j'ai obtenue aux États-Unis, à l'université de Columbia. Oui, ça c'est de l'université de Columbia aux États-Unis. Après une formation de près de 3 mois. Voilà ce qui a été sanctionné par ça. Et ici, ce qui suit, c'est la distinction, un diplôme de reconnaissance de l'ORAF, de la CSI Afrique, enfin l'ORAF CISL qui est devenu CSI Afrique. Donc ça a eu un peu de retard, bon, parce que l'ORAF n'était plus ORAF, mais les gens ont tenu quand même à marquer cette étape-là en me rappelant vraiment cette distinction. Et puis de l'autre côté, c'est le Centre afro-américain du travail, également aux États-Unis, après une formation que j'ai obtenue. Et puis ce qui suit... Vous avez été admis à l'ordre national? À l'ordre national comme commandeur, commandeur de l'ordre national. Et donc voilà à peu près l'essentiel. Je crois que c'est ce qui est dans la salle de réception, mais quand vous rentrez dans mon bureau également, il y a encore d'autres. Donc je pense que c'est l'essentiel. Alors lorsqu'on regarde tout ce parcours, et qu'aujourd'hui on prend du recul pour regarder le mouvement syndical, ça c'est le milieu dans lequel vous êtes expert. Quand vous regardez un peu le mouvement syndical aujourd'hui, en tant qu'ancien syndicaliste, comment appréciez-vous la lutte syndicale dans notre pays? Bon, vous parlez de lutte ou vous parlez de l'activité syndicale? L'activité syndicale, de manière globale. Bon, d'accord. Non, je pense que, sans chercher à être très sévère, vis-à-vis des collègues, je pense que il y a un certain nombre d'insuffisances qu'il convient de relever. C'est le fait, les collègues sont compétents, hein, ils ont reçu la formation nécessaire pour exercer les fonctions qu'ils exercent aujourd'hui, mais je pense qu'ils se mettent souvent dans une position où ils subissent. Ils n'anticipent pas. Et les choses leur tombent sur la tête. Je pense que il faut connaître le partenaire à qui on a affaire et élaborer sa stratégie en conséquence. Quand vous avez affaire à un régime comme celui que nous avons aujourd'hui, le régime Talon, je pense que il faut tout faire pour ne pas se mettre dans la position de quelqu'un qui va tout le temps subir. Or, malheureusement, c'est ce que je remarque. Évidemment, ce qui précède un peu cela,
c'est la problématique de la mobilisation. On ne peut, un syndicat n'est fort qu'à partir de la mobilisation de ses membres. Hein? Quand vous êtes un responsable syndical et que vous tournez la tête pour regarder, quand vous regardez derrière vous, et que vous voyez vraiment que les travailleurs, ceux qui vous ont hissé à ce niveau, sont là, sont présents, ça encourage. Moi, j'ai l'impression aujourd'hui qu'il y a une certaine désertion où la mobilisation n'est plus. Est-ce que ce n'est pas dû à la rudesse avec laquelle ce régime a abordé les syndicalistes? Parce qu'on se rappelle que les premières grèves ont été durement sanctionnées. On a relevé même des noms, on a poursuivi certains travailleurs. Du coup, la stratégie qui marchait jusque-là a perdu du coup... Monsieur le journaliste, quand vous abordez une activité comme le syndicat, il faut s'attendre à tout. Ah non, on n'applaudit pas à tout moment. Hein. Hein? Il y a des hauts et des bas. Et moi, je vous ai parlé par exemple de ce qui nous est arrivé à l'ORTB, où le syndicat a été démantelé. Mais vous étiez resté en alerte? On était resté en alerte. Il y avait la mobilisation. Et on était encouragés. Hein? Et chaque échec permet de préparer vraiment l'avenir. Je pense que au niveau des dirigeants, l'unité d'action qui doit être privilégiée, de mon point de vue, n'y est pas. N'y est pas. En notre temps, avec les Todjinou, les Azoua Gaston et autres, malgré nos divergences, on s'entendait sur l'essentiel. Autrement dit, si l'intérêt national est en jeu, on oublie les égos. On oublie les égos. On oublie les égos, on sait à quoi s'attacher. Et chacun, par rapport aux problèmes qui se posent, a sa stratégie. Hein? On ne se cramponne pas des futilités. Hein? Et je crois que c'est l'affaiblissement du mouvement syndical national est à chercher à ce niveau-là. Hein? Ce n'est pas que c'est le manque de stratégie adéquate. Le fait d'agir sans tenir compte, je n'ose pas parler d'adversaire, mais du partenaire que vous avez en face. C'est un peu déplorable. Et ceux qui en pâtissent, dans ce cas-là, ce sont les travailleurs. Donc voilà à peu près. Alors, quel type de collaboration entretenez-vous avec l'équipe qui est là aujourd'hui? Parce que les gens de votre clan, il y en a plus nombreux. Beaucoup sont partis. Vous avez la grâce d'être encore debout et d'être en forme. Est-ce qu'il arrive que la jeune génération qui est là et qui est aux affaires sollicite votre expertise face à certaines situations? Écoutez, les conseillers ne sont pas les payeurs. Moi, je continue de conseiller. Hein, à la moindre chose, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, non seulement je m'adresse directement aux concernés, mais parfois je sors de mon silence et je vais sur la toile. Hein, par exemple, cette émission que vous faites avec moi, c'est une occasion. Hein, et je ne suis pas quelqu'un qui fait économie de ce que je pense. Non, je dis les choses telles que je les vois, telles que je les entends. Donc, pour ceux qui me sollicitent sur des questions données, je ne manque pas vraiment de leur dire ce que je pense, quelle que soit la centrale. Hein? Ce n'est pas parce que j'ai été CSA Bénin que je me cramponne seulement à la CSA Bénin, hein? Parce que le mouvement syndical est unique. Hein? Nous prenons souvent la solidarité et c'est ce qu'on a toujours fait. Ce n'est pas aujourd'hui où nous sommes à côté qu'il faut quand même faire chose là. Hein? Moi, j'ai fait mes 30 années à l'ORTB. J'ai exercé des fonctions
j'ai eu des responsabilités professionnelles, mais la plupart du temps, hein, quand vous questionnez quelqu'un, quand tu lui demandes qu'est-ce que Atibé a été, sa profession c'est syndicaliste. Hein, c'est syndicaliste, les gens ignorent même ce que j'ai fait à l'ORTB. Hein? Donc certains disent non, c'est un journaliste parce qu'il vient de l'ORTB. Bon, donc voilà à peu près. C'est l'engagement qui conduit jusqu'à ce niveau. Hein? Je pense que quand on opte pour quelque chose, il faut y aller à fond. Hein, mais il ne faut pas rester toujours dans la périphérie avec les petits calculs et ainsi de suite. Non. Je pense qu'il y a la presse syndicale qu'il faut gérer aussi. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une organisation non gouvernementale. Parlez-nous un peu de cette organisation et des actions que vous menez, parce que là, elle vous occupe. Oui. Non, en fait, cette idée de créer une ONG, après avoir déposé le tablier à la CSA Bénin, m'est venue compte tenu des responsabilités que j'ai occupées au plan national et au plan continental. D'ailleurs, c'est pour cela que j'ai appelé cette ONG Afrique Sociale Performance, Afrisop. C'est pour capitaliser un peu tout ce que j'ai pu amasser en tant que à mes différents postes, aux différents niveaux, et continuer quand même dans cet élan. Et donc l'ambition, malheureusement, n'a pas été totalement satisfaite. Au fil des premières années, ça allait bien parce que là j'étais encore connu, j'étais sollicité par-ci par-là, tout ça, mais avec le temps, avec les changements au niveau des pays, au niveau des organisations, et tout ça, quand les gens ne vous connaissent pas, c'est difficile de maintenir parfois des relations avec vous. Bon, donc aujourd'hui, je suis là surtout pour le conseil aux entreprises. Il y a des études, j'ai des collaborateurs compte tenu de ce que j'ai, de ce qu'on me demande de faire. J'ai des gens que également je sollicite qui viennent m'appuyer. Le dialogue social qui est, disons, l'une des matières dans laquelle je me suis vraiment perfectionné. Ça continue, les gens continuent de me solliciter pour ça, le règlement des conflits et ainsi de suite. Donc, mais j'avoue que au fil des années, les activités se rétrécissent un peu, parce que là, c'est aussi un problème de relation. Alors, cette entrevue tire à sa fin. Ouais. Monsieur Atibé, votre mot de fin. Le mot de fin, c'est d'abord de vous remercier pour me sortir un peu de mon isolement. Ouais. Grand merci et pour cette initiative que vous n'avez pas commencé par moi, mais c'est une initiative, je crois que vous faites bien, parce qu'on a besoin des choses comme ça. Je ne dis pas que nous sommes des modèles, ceux que vous rencontrez là, mais nous pouvons être des sources d'inspiration. On peut être des sources d'inspiration, et surtout pour notre jeune génération. Ce que moi j'ai appris au départ n'est pas ce à quoi j'ai abouti. J'étais un technicien, électricité, électronique, spécialité haute fréquence, ainsi de suite. Mais voilà là où j'ai abouti aujourd'hui. Et ce n'est pas ma profession que j'entretiens dans mon coin aujourd'hui. Donc, je pense que ça peut inspirer des gens, ça peut servir de modèle pour certains. Je pense que c'est de cela que notre pays aujourd'hui a besoin. Et surtout, la détermination, quand on opte quelque chose,
il faut y aller. Il faut aller au fond. Hein, et ne pas rebrousser chemin avec la moindre difficulté qu'on rencontre. Non. Je pense qu'il faut la détermination et que se dire quand même que seul le combat paye. Seul le combat paye. Et donc voilà à peu près ce que je peux dire. Hein, et pour finir, j'ai toujours une pensée pieuse pour les collègues, les collègues à différents niveaux, avec qui nous avons mené cette lutte-là, qui ne sont plus là aujourd'hui. Hein, je reste vraiment très attaché vraiment à ce que nous avons fait ensemble, et ces choses continuent de me marquer. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. L'aventure continue. Nous avons pu échanger, écouter, tirer des leçons du modèle qu'a été M. Guillaume Atibé. Cette émission a d'ailleurs pour objectif d'amener les générations à se croiser, à tirer leçon pour mieux faire. Et nous espérons que ces personnalités que nous prenons chaque semaine arrivent à vous rappeler certaines choses pour ceux qui sont d'un certain âge, arrivent à vous inspirer pour ceux qui sont de la jeune génération. Est un peuple sans âme, a dit l'autre. Et donc, nous sommes un peuple qui a une âme, et nous continuons donc de retenir des leçons de ces personnalités qui ont marqué l'histoire sociopolitique et économique de notre pays. Ceci pour le bonheur de notre continent. Merci à chacun et à tous, et à la prochaine.